Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc bienvenue pour ce deuxième webinaire là, du CRECEB. Donc les webinaires du CRECEB, c'est un format qu'on propose là depuis peu pour poursuivre ce format d'échange qu'on avait mis en place durant les périodes de confinement et qui permet d'avoir des temps d'échange finalement assez courts, hein. On est sur un format d'une heure où on va laisser la parole à l'intervenant, je le présenterai juste après, mais pour un exposé sur des résultats récents de projets scientifiques. Et ensuite, un temps d'échange, un exposé qui durera 20-25 minutes, hein, et ensuite un temps d'échange pour le reste de l'heure. Webinaire qui se retrouve également sur le site internet du CRECEB, donc qui permet de garder une trace et de vous permettre de revisionner ces échanges-là. Donc aujourd'hui, on est content aussi de proposer un temps d'échange là autour d'un projet sur lequel le CRECEB a été investi, hein, dès l'émergence, qui s'appelle Berceau, hein, pour bilan, suivi et évaluation des actions de restauration des cours d'eau bretons. Je vais pas trop continuer, enfin je vais assez vite laisser la parole à Alain Kraft, qui est chercheur CNRS à l'Énergie aux Sciences, Université de Rennes 1, qui a coordonné ce projet et qui nous parlera plus spécifiquement aujourd'hui d'une des tâches qui portait sur les échanges nappe-rivière. Voilà. Donc, Alain, je te laisse la parole et on se retrouve dans une grosse vingtaine de minutes pour les échanges. Donc, dans un premier temps, je vous propose de laisser le micro fermé pour que Alain puisse dérouler son exposé. Et ensuite, par contre, on sera sur un format très ouvert puisqu'on n'est pas forcément très nombreux. Donc, vous pourrez poser vos questions directement si vous le souhaitez ou par le chat si vous êtes plus timide. Voilà. À toi, Alain. Merci, bonjour à tous. On va passer à la diapositive suivante tout de suite. Donc, Berceau, pour ceux qui ne sont pas au courant de ce projet, c'est un projet qui a commencé en 2017 et dont l'objectif était de regarder un petit peu quels étaient les moyens et les critères qu'on utilisait pour évaluer l'efficacité de la restauration. Et donc, c'était en complément des travaux qu'effectue l'OFB. Et là, l'idée, c'était de voir dans quelle mesure les méthodes, les connaissances académiques actuelles pouvaient éventuellement apporter des solutions ou définir des limites dans l'utilisation de certains critères pour évaluer l'efficacité des restaurations. Voilà, la diapositive suivante. Alors oui, alors c'est un projet qui a été financé par la région de Bretagne, l'agence de l'eau Loire-Bretagne et puis le département. Voilà, merci. Diapositive suivante. Alors, on est plusieurs à être impliqués dans le projet. Essentiellement, trois groupes de personnes. Des personnes qui font partie de Géosciences Rennes, qui ont travaillé essentiellement sur la tâche 1 et la tâche 2 de Berceau, la tâche 2 étant celle dont on va discuter aujourd'hui. Il y a un autre groupe de personnes qui sont plutôt des biologistes de l'Agrocampus et d'Ecobio de Rennes qui ont travaillé sur les critères biologiques. Et puis, il y a eu un troisième groupe qui a travaillé essentiellement sur la bancarisation des données, puisque c'est une des thématiques quand même importantes pour faire le bilan des opérations de restauration. Suivant. Et donc, sur la tâche 2, qui, en fin de compte, était consacrée aux échanges nappe-rivière, on a eu une approche qui était il y a déjà eu un document de l'OFB qui s'appelait le Guide technique interaction nappe-rivière, qui avait été fait aussi avec des académiciens. Et on s'est aperçu qu'en fait, les gens nous demandaient encore des questions, notamment des questions très pratiques, sur comment on mettait en œuvre un suivi d'échange nappe-rivière avec de la piézométrie, sur des questions quels sont comment on pouvait implanter les piézomètres, sur des aspects très très pratiques, comment on analysait les données et ce genre de choses. Donc là, c'est pour ça qu'on a voulu, dans ce projet-là, sur cette tâche, apporter des éléments qui permettaient peut-être de mieux comprendre le guide technique qui avait été proposé par l'EFB. Donc, on a, en fin de compte, avec les crédits qu'on a pu bénéficier, travaillé sur des sites où il y a eu réellement des opérations de restauration de cours d'eau et sur lesquels on a pu faire des observations qui étaient assez faciles à interpréter parce qu'on a quand même des bonnes bases scientifiques sur les échanges rivières, mais qui peuvent servir d'exemple pour les techniciens rivières pour mieux comprendre c'est quoi le type de données qu'on peut récupérer,
avec par exemple de la piézométrie pour caractériser des échanges nappes rivières suite à des opérations de restauration. Suivant. Alors, le plan d'intervention, ça va être séparé de la façon suivante, hein, c'est-à-dire que on va faire, je vais vous apporter quelques notions d'hydrogéologie parce que tout le monde ne les a pas, mais certainement certains d'entre vous les ont déjà. Peut-être ça permettra de clarifier certaines choses. Alors, c'est assez récent hein, parce que ce n'est pas un cours que je suis en train de vous faire. Un cours d'hydrogéologie, c'est 250 heures. Donc, on va quand même se calmer. C'est quelques notions principales qui serviront justement de base à la discussion pour mieux comprendre ce qui se passe, en fait. Et puis, on regardera ensemble quels sont les types de circulation, notamment dans un bas-fond, qui contrôle les échanges nappes-rivières. Et puis, je vous parlerai un petit peu de certains impacts types qui sont liés à des restaurations types, notamment en Bretagne, qui sont par exemple la recharge granulaire ou la remise en talweg. Voilà, suivant. Alors, quelques notions d'hydrogéologie. Alors, ce qu'on appelle nappe souterraine, on est d'accord, hein, c'est l'ensemble des eaux qui sont comprises dans la zone saturée d'un aquifère, et notamment dans les pores d'un aquifère, puisque dans le sol et sous-sol, vous avez une porosité, donc des vides. Et ces vides vont être remplis à la fois par du gaz, mais aussi avec de l'eau. Et quand l'essentiel du volume vide est rempli par de l'eau, ben on parle de zone saturée. Et donc, on parle de nappe avec un toit de nappe qui définit l'interface entre la zone saturée et la zone insaturée. Vas-y, clique encore une fois. Voilà. Et un aquifère, en fait, compte, c'est toute la couche qui peut être saturée. Donc, elle peut remonter jusqu'en surface. Et donc, du coup, voilà, ce sont vraiment des notions importantes quand on parle de nappe. Suivant. Alors, quand on parle d'échange nappe-rivière, il faut savoir que ça peut mettre en œuvre des circulations souterraines qui sont à différentes échelles. Alors, généralement, il faut considérer l'échelle du bassin versant, ce que j'ai indiqué à gauche, avec des écoulements qui sont pour l'essentiel souterrains, qui sont transversaux, qui vont suivre les lignes de plus grande pente. Donc, vous avez des pentes transversales, mais dans un bassin versant, du fait de sa forme un peu concave de bassine, vous avez aussi des écoulements longitudinaux le long du talweg. Et ces écoulements, pour partie, seulement pour partie, vont être en surface. Donc, il y a pas mal d'écoulements qui se font dans le sol et le sous-sol. Et donc, quand on fait un bilan hydrologique, eh ben, la grosse difficulté, c'est d'intégrer tous les écoulements. Et notamment, quand on regarde les échanges nappe-rivière, quand on va regarder, en fin de compte, comment restaurer une rivière, eh ben, ce qui va nous concerner, ça va être simplement la partie qui, en fin de compte, va se retrouver dans la rivière à l'atmosphère et qui ne correspond qu'à une partie des écoulements. Alors, dans le cadre des rivières bretonnes, on a souvent des bas-fonds qui sont assez plats, avec des topographies assez plates, ce qui est quand même une caractéristique un peu différente de ce qu'on peut rencontrer en montagne, avec des fonds de vallée qui sont très prononcés et un talweg très prononcé. C'est-à-dire que là, vous allez avoir des échanges qui vont à la fois concerner la rivière, mais à la fois concerner en fin de compte la dynamique de ce qu'on appelle la zone humide, et notamment avec un toit de nappe qui va se rapprocher du bas-fond. Et donc souvent, le problème de la restauration du cours d'eau en Bretagne, il est très lié à la restauration de la zone humide, bien sûr. Hein. Et souvent, ce qui avait été annoncé, c'est que pour, par exemple, restaurer un cours d'eau, c'est aussi restaurer peut-être dans les objectifs la zone humide en faisant déborder le cours d'eau ou en restructurant le cours d'eau pour qu'en fin de compte, pendant les périodes de crue, on a un débordement qui favorise le maintien d'une certaine zone humide et le maintien d'un toit de nappe proche de la surface pour recharger, notamment avec une action de recharge de nappe. Alors ça, c'était l'idée qu'on a entendue. Et en fait, c'est une idée qui, pour nous, personnes qui travaillons en recherche sur les échanges nappe-rivière, et n'était pas très juste. C'est-à-dire que, on verra dans la suite de l'exposé, au lieu de voir une recharge de nappe par le haut, eh ben, il faut savoir que l'essentiel de la recharge de nappe, c'est avant tout par le bas, c'est-à-dire par le sol, le sous-sol et l'ensemble du bassin versant.
Voilà, suivante. Alors, il faut retenir essentiellement quelques variables quand on veut raisonner on va dire, avec les mains pour comprendre les flux dans un bassin versant. Alors, c'est des variables qui sont liées à une loi qu'on appelle la loi de Darcy, qui dit la chose suivante, c'est que le débit souterrain qui traverse une section du sol, qui était marquée par un carré A, ici en vert, eh ben, va être linéairement dépendant d'une variable qu'on va appeler la perméabilité, qui est la capacité du milieu à transmettre un flux. L'aire en fin de compte, de la section transverse dans laquelle traversent les flux, donc A, et la pente, en fin de compte, hydraulique du toit de la nappe. Et c'est uniquement, on n'a besoin que de ça pour l'instant pour raisonner sur la plupart des cas. Et donc, on va regarder un petit peu les deux variables, perméabilité et gradient hydraulique, à quoi elles correspondent pour fixer un peu mieux les idées. Donc, suivant. Alors, la perméabilité est liée pour partie à la porosité. Et donc, la porosité, c'est ce volume de vide qu'on a dans le sol et le sous-sol. Et ce volume de vide est plus ou moins connecté. Alors, si on regarde, en fin de compte, on fait souvent une association, ben, voilà, quand la granulométrie, par exemple pour des alluvions, est d'une certaine taille, eh ben, on a telle porosité. Alors, oui et non. C'est-à-dire que physiquement, si on considère un matériau où on a une seule granulométrie, une classe de taille de grain, eh ben, ce qui est représenté par le diagramme qui est à gauche, eh ben, la porosité, elle, ne dépend pas de la taille des grains. Ça, c'est une chose de physique. C'est-à-dire que vous prenez, s'il n'y a qu'une seule taille de grain, qui est représentée ici par des cercles, qu'elle soit petit ou gros, on aura toujours la même porosité. D'accord? Le même volume de vide connecté. Ce qui va changer vraiment le volume de vide, c'est la distribution granulométrique, c'est-à-dire c'est la répartition des tailles de grains qui caractérise le matériau. Et donc, plus on aura une distribution large, moins on aura de porosité parce que, en fin de compte, on va pouvoir remplir les pores de différentes tailles avec des grains de différentes tailles. Ce qui va changer aussi la plupart du temps, c'est qu'on a on a une organisation des grains au sein des matrices. Et cette organisation, elle, justement, elle va contrôler des porosités différentes à certains niveaux et qui ont des géométries différentes. Et ça va jouer sur les circulations d'eau, bien sûr, puisqu'on va avoir des chemins préférentiels de circulation en fonction des distributions, de la répartition géométrique des distributions de taille de grain. Et puis après, à une échelle un peu plus importante qui est celle du sous-sol, on a bien sûr le réseau de fracture qui, lui, va avoir une grande importance dans la perméabilité. Alors, ce que vous voyez peut-être, c'est que on a décliné de gauche à droite, en fin de compte, des échelles différentes. Voilà. Alors, la diapositive suivante. Ce qu'on voit aussi, c'est que la perméabilité, elle s'étale sur des très grandes gammes d'ordre de grandeur. On va de 10 puissance 1 à 10 puissance moins 11. Et là, vous avez quelques exemples de perméabilité pour certains types de matériaux. Et on voit qu'en fait, on a un grand panel de perméabilité. Et c'est vrai que quand on parle d'argile qui sont quasiment à 10-8, 10-10, eh ben, on a des systèmes qui sont très, très peu perméables. En revanche, les graviers, on connaît ça, on a quelque chose de très perméable. C'est-à-dire qu'il suffit d'un tout petit gradient hydraulique pour que le flux passe. Je passe. Alors, ça va un peu vite, mais bon, je vais essayer de respecter le temps. Et le gradient hydraulique, c'est en fin de compte la différente altitude entre du toit de la nappe à une certaine distance, d'accord, sur une direction. Donc, c'est une pente, en fait. Voilà, je passe. Et donc, quand on multiplie ces deux variables, les grandeurs de ces deux variables, on trouve très vite, en fin de compte, des débits si on prend une aire de section à 1 mètre carré, des débits très, très faibles. Hein. C'est ça que j'ai marqué dans le cadre noir, c'est-à-dire que, en fait, entre des alluvions et des argiles, vous avez une différence
qui est des fois de 5 à 6 ordres de grandeur. C'est-à-dire que, en fait, pour une même surface et pour un même gradient hydraulique, eh ben, vous allez avoir des temps de transit qui sont radicalement différents, qui vont on va dire, pour les graviers, vont être à l'échelle de la seconde pour parcourir quelques centimètres, et puis pour les argiles qui vont être à l'échelle du mois, quoi. Donc, on est vraiment sur des gammes physiques très, très, très importantes. Voilà, donc ça c'était pour vous rappeler les variables importantes qui reviendront peut-être dans les questions, dans les discussions pour bien comprendre comment on peut raisonner. Alors, la circulation à l'échelle des bas-fonds, suivant, bah, en fait, dans un bas-fond, ce que j'ai plus ou moins représenté déjà dans une diapositive précédente, eh ben, vous avez essentiellement du flux dans le sol. Et donc, ce que vous avez, c'est que vous avez des flux qui vont être longitudinaux, que ça soit essentiellement dans le bas-fond, puisque c'est le point le plus bas. Donc là, on va être piloté par le gradient hydraulique du bas-fond, donc la pente du bas-fond. Et puis, plus vous allez monter sur les versants, plus vous avez la pente transverse qui va orienter les flux transversalement. Et donc, grosso modo, la charge hydraulique que vous allez avoir qui vont gouverner les flux, en fait, et ben, ça va être le niveau topographique, moins en fin de compte, enfin, plus ou moins le niveau du toit de la nappe sur les versants, comparé à la pression atmosphérique que représente la rivière. Et donc ça va faire une différence de pression qui font que les flux vont aller vers là où il y a moins de pression. Et si votre chenal hydraulique, lui, il représente en fin de compte une interface avec l'atmosphère, et ben, c'est en fait cette différence de pression qui va contrôler l'arrivée d'eau dans la rivière en fonction de ce qui se passe sur le versant. Donc là, on a une variable qui est très dynamique, qui va être la pente hydraulique, qui va bouger avec le temps en fonction des apports d'eau sur le bassin versant. Et le substrat qui, lui, va avoir quelque chose d'assez statique en termes de perméabilité. Donc, la variable qui va bouger, c'est la pente hydraulique. La variable qui sera relativement stable, qu'on pourra caractériser de façon un peu plus longue dans le temps, ça va être la perméabilité à travers la porosité du milieu qui, elle, ne va pas évoluer aussi rapidement que la pente hydraulique. Voilà, donc je passe. Alors, on définit en fait presque trois pôles, en fait, deux pôles, donc un point bas qui va être la rivière, qui va être l'exutoire des écoulements, avec des perméabilités qui sont comparables à celles des alluvions. Un point haut qui va être les versants, avec une aire drainée qui dépend de la longueur du bassin, des versants, qui va représenter le château d'eau. Et puis, entre deux, vous pouvez avoir la zone humide qui peut représenter des systèmes saturés très peu épais qui sont liés, en fin de compte, soit à un débordement de rivière, soit à une exfiltration de ce qui se passe des circulations sur le versant, ou encore, en fin de compte, à un stockage de l'eau lié à de la pluie qui, comment dire, qui arrive sur ce bas-fond. Je ne sais pas si vous m'entendez encore parce que je vois que mon film s'est arrêté, donc enfin ma caméra s'est arrêtée. Je ne sais pas si vous m'entendez. Ouais, si tu m'entends, c'est Bon, arrêté chez d'accord, très bien. moi. Ouais. OK, donc on continue. Alors là, je vois que je n'ai pas la diapositive d'après. Donc, Alors pourtant, on y est normalement, donc il y a peut-être un petit souci sur le partage. alors moi, comment dire, j'ai la présentation en, en parallèle sur mon écran, donc je peux éventuellement continuer. Est-ce que là, je suis bien à la diapositive typologie des échanges d'imprimeurs, c'est ça? Ouais, on est là-dessus, ouais. Alors c'est peut-être D'accord. côté connexion. Je tente de reconnecter ça, mais tu peux dérouler je suis sur typologie des échanges d'imprivières aussi, ouais. Ouais, voilà. Et donc là, je vous représente sur la diapositive les trois grands types de typologie d'après-rivière, on va dire, qu'on peut évoquer. Il y a le cas de figure qui est le cas le plus courant où en fait les gradients hydrauliques vont être
dans le sens du versant vers la rivière. C'est-à-dire qu'on a une pente hydraulique qui, qui est pentée, qui suit plus ou moins la topographie et qui va vers la rivière. Et donc, à ce moment-là, à partir du moment où les gradients hydrauliques sont penchés vers la rivière, et ben, vos flux vont vers la rivière. Donc, là, la nappe alimente la rivière. Inversement, il peut y arriver, on peut observer comment dire, des cas de figure où le toit de la nappe, lui, est beaucoup plus bas que la topographie au niveau de la rivière. Et donc, à ce moment-là, pardon, le niveau d'eau dans la rivière est au-dessus du niveau d'eau du toit de la nappe. Et donc, vous inversez les flux dans ce cas de figure. Vous pouvez avoir le troisième cas de figure où vous avez un dépôt d'argile dans le fond de la rivière. Et ce dépôt d'argile va, du fait de sa perméabilité très faible, ne va pas permettre des échanges rapides et surtout de forte amplitude entre la rivière et la nappe. Et donc, du coup, là, vous avez un toit de nappe qui est déconnecté de ce qui se passe dans la rivière et qui, lui, va avoir, en fin de compte, tendance à être un peu horizontal dans le bas de fond. Voilà, donc je passe à la diapositive suivante. Alors, cette diapositive, c'est juste pour vous montrer que les cas de figure que je vous ai évoqués juste à l'instant peuvent être mixés. À savoir que dans le cas d'une rivière qui était par exemple hors crue, et puis tout d'un coup il y a une crue qui arrive dans le cours d'eau, vous allez avoir une montée rapide du niveau d'eau dans la rivière. Et donc, du coup, localement, on va avoir un niveau d'eau de rivière qui va être supérieur au toit de la nappe jusqu'à une certaine distance de la rivière. C'est-à-dire, au-delà d'une certaine distance, on va récupérer un toit de nappe qui va être contrôlé par la topographie du versant et donc qui va revenir au-dessus de la rivière. Et donc, on a toute une zone où alors on va avoir des échanges de la rivière vers la nappe, mais sur une certaine largeur de bas-fond, sachant qu'il y a toujours des apports qui viennent des versants. Donc, on n'a pas, là, ici, on a les deux mécanismes qui se mettent en place pour justement remplir un toit de nappe qui va remonter dans le bas-fond et qui va s'aligner sur le niveau de la rivière. Alors ça peut être très dynamique, hein, on l'a observé sur nos données, c'est-à-dire que le toit de nappe du bas-fond va suivre quasiment l'onde de crue qui, quand je dis suit, c'est-à-dire qu'à l'échelle d'une demi-heure, une heure, le toit de nappe va se réajuster tout de suite à ce qui se passe dans la rivière. Alors, on va passer à la diapositive suivante. Donc ça, c'était pour vous montrer des chantiers qu'on a équipés. Donc, il y avait deux chantiers que nous avons équipés de piézomètres pour essayer d'illustrer un petit peu ce fonctionnement des échanges nappe-rivière. Là, par contre, moi, j'ai plus de son. Alain, est-ce que tu m'entends? Non, on ne l'a plus non plus. Oui. Non plus, ouais. J'étais en train de voir que Sébastien du SMGBO était dans les participants, donc je ne sais pas si, comme ça, au pied levé, Sébastien, tu voudrais nous expliquer, ne serait-ce que peut-être en deux mots, le projet qui était sur ce site-là en particulier, sans parler forcément en tout cas le projet d'un point de vue chantier de restauration. Ouais, vous m'entendez? Ouais, Donc oui, bonjour. bonjour. Juste pour dire quelques mots sur ce projet. Donc là, ici, c'était une remise en talweg d'un cours d'eau sur la commune de Pleuharmel. Donc c'était une parcelle qui était cultivée à l'origine. C'était la propriété de la communauté de communes de Pleuharmel. Donc c'est pour ça d'ailleurs qu'on a réussi à faire le projet, parce que si ça avait été qu'un agriculteur lui-même, il était hors de question de recouper la parcelle et de remettre le cours d'eau au milieu. Donc, l'ancien tracé est matérialisé par les petits points, les petits tirets rouges. Là. Donc, c'était un cours d'eau tout droit qui passait le long des arbres et qui faisait un angle droit pour se rejeter un peu plus en haut de la photo. Là, je ne sais pas si vous voyez bien tout le tracé. Donc, on a fait ça il y a déjà 3 ans, 3-4 ans, il me semble. Ouais, avec le Covid, je ne sais plus trop où on en est. Mais oui, il y a 3 ans. Et donc, voilà, donc c'était un projet où
justement, Alain m'avait proposé de mettre des piézos pour faire le suivi. Donc, on a vu aussi avec l'exploitant parce qu'il continuait aussi à couper le foin sur cette parcelle. Donc, la mise en place de piézos, ce n'est pas rien. Et donc, du coup, on a fait une convention et on a quand même réussi à mettre tout un réseau de piézomètres sur cette zone-là. Donc, voilà, après, tout le suivi, je laisse Alain en parler, en tout cas, pour moi, pour ma part. Voilà ce que je peux dire sur cette partie-ci. Ouais, merci beaucoup. Ouais. Non, j'ai essayé d'appeler Alain pendant ce temps-là, mais on n'a pas retrouvé Alain. Donc, je pense qu'il s'est déconnecté. Il va essayer de se reconnecter. Du coup, peut-être que ce qu'on peut faire, c'est dire un petit mot pour lui laisser un petit peu de temps aussi. Il voulait parler d'un autre projet, à Vignoc. Donc, je crois avoir vu aussi Laetitia qui était connectée. Donc, même punition, je cherche à essayer de joindre Alain Oui. pendant que, ouais, si tu peux nous dire un petit mot aussi, je suis désolé Oui. de te prendre à froid C'est comme pas ça. grave. Sur le Bonjour à projet. tous. Ouais, bonjour. Donc, c'est le projet de remise dans le talweg du ruisseau du Pas-de-Lanne à Vignoc. Donc, vous voyez l'ancien tracé, pareil que la diapo précédemment, le tracé de l'ancien lit en pointillé rouge. Et le nouveau lit, donc on le voit au milieu des prairies. C'est des prairies pâturées. Ça a été une restauration qui a été faite en 2019. Voilà pour ce que je peux dire pour cette restauration. Ok, merci Laetitia. Alors si, il y a une chose que je peux préciser, c'est que sur la partie aval, on a fait une recharge granulo, alors que sur la partie amont, en haut, on n'a pas fait de recharge. On a laissé la rivière refaire son lit. Alors peut-être qu'en attendant, on peut prendre quelques premières questions, s'il y a des questions par rapport à éventuellement ces projets-là dans les participants, si vous essayez d'avoir Alain, Dominique pendant ce temps-là, mais il y a peut-être des questions par rapport au projet en tant que tel. J'ai vu qu'il y avait quelques techniciens rivière aussi qui étaient connectés. Moi, éventuellement, j'ai une question. Olivier Vincent, là, du SMG 35, qui s'adresse du coup aux deux, je suppose, ces deux techniciens rivières qui ont travaillé sur ces deux projets. C'était de savoir si au bout de 2 et 3 ans, si j'ai bien compté, s'il y a déjà des retours satisfaisants par rapport à l'aménagement et à la vie piscicole. Je peux répondre pour le Pas-de-Lanne à Vignoc. Dominique complétera. Alors pour le Pas-de-Lanne, on n'a pas vu encore de différence sur les populations piscicoles, sachant qu'on a été obligé de faire une reprise des travaux. Donc les travaux ont eu lieu en 2019. On a fait une reprise des travaux en 2020 parce que durant l'hiver 2019-2020, il y a eu des grosses crues. Et donc, on avait des érosions de berges assez importantes, notamment sur la partie aval. La partie amont, on ne l'avait pas touchée. Et donc, pour l'instant, je crois qu'il n'y a eu qu'une seule pêche après travaux. Dominique? Oui, il n'y a eu qu'une seule pêche qu'on a faite après travaux, oui. Après travaux, qui était l'année dernière, parce que les travaux ont été faits en 2019, puis après, il y a eu une reprise sur l'aval. Oui. Pour l'amont, la partie amont, il y a eu 2 pêches déjà de fait depuis la reprise. Mais voilà, je pense que c'est un cours d'eau qui a besoin de plus se stabiliser et en plus, il n'y a plus vraiment d'ombrage alors qu'il y en avait avant. Donc, oui, tout à fait. Sur la partie amont, donc on laisse la végétation spontanée, la régénération naturelle se mettre en place. Sur la partie aval, je pense que l'agriculteur, je ne sais pas trop s'il va laisser la végétation spontanée se mettre en place. Mais voilà, déjà, si sur la partie amont, on peut avoir de l'ombrage, ça serait pas mal.
Ouais, parce que moi, j'ai pas complètement analysé non plus les thermographes pour montrer éventuellement des élévations de température, mais c'est vrai qu'en plein été, quand il n'y a pas un seul ombrage et qu'il y a une petite lame d'eau qui fait 5-6 centimètres, ça chauffe vite, quoi. Et Oui. qu'en plus, les débits sont faibles. Donc, c'est un peu rédhibitoire pour voir notamment s'installer, alors je ne veux pas dire s'installer, mais repérer quelques truites, parce qu'il y en avait avant dans les parties Oui. en pointillés rouges sur la carte. Alors, en plus, Ce n'est pas une belle population, mais il y avait quand même la présence de truites. oui, il y en a un peu plus en aval, hein, une bonne population de truites, mais pas sur cette partie-là. Et il faut savoir qu'il y a aussi des étangs en amont, voilà, qui dégradent aussi le peuplement piscicole. Oui. Et Alors, je ne sais pas si Alain a pu se… Non, pour l'instant, pas de Alain à l'horizon. nous, en tout cas, pour le Comalville, Dominique est là aussi pour le suivre. Donc, on a fait des suivis en année 1 et on a fait aussi l'année dernière. Oui, on a fait l'année dernière. Ouais. Donc, on est passé de 0 poisson sur la partie rouge sur une soixantaine de mètres à gauche, à 60 la première année en chabot, surtout beaucoup de chabots, et 350, il me semble, l'année dernière. Donc, que sur une soixantaine de mètres. Donc, voilà, après, on n'a pas de truite, hein, ça c'est clair et net. Mais il y a aussi des choses qu'il faut regarder aussi en aval. Il peut y avoir quelques petits points de blocage aussi qui pouvaient aussi éviter la remontée. Mais comme le disait Dominique, c'est vrai que l'ombrage est vachement important. Ici, on a planté sur une partie et pas planté l'autre parce qu'il y a aussi des suivis répiciles. Et c'est vrai que la température, hein, quand on la prend amont aval, c'est hyper important. On monte au-dessus de 25 degrés sans aucun souci, surtout quand la température est à 30 en extérieur. Ouais, la seule chose que je peux dire, c'est que la partie qui a été donc remise en Talweg, on a aujourd'hui, enfin l'année dernière, on a la même population que celle qu'il y a juste en aval, là, le petit bout dont tu parlais. C'est ça. Voilà, qui était effectivement peuplé quasi exclusivement de chabots. Ce qui est étonnant, c'est qu'en amont de la route qu'on aperçoit dans le coin en bas à droite là, de la photo, en amont, on a une population pas truticole, mais en tout cas largement diversifiée. De même qu'en aval, parce que si mes souvenirs sont bons, j'avais assisté aux pêches de sauvetage en aval. Et je n'ai pas trop l'explication de pourquoi on a une population qui est si pauvre que ça en espèces dans la partie remise en Talweg et puis la partie juste en dessous là. Après, pour moi, je pense que c'est les faciès. On est plutôt sur du radier, alors qu'en amont, on a une grosse fosse où souvent on a un peu de monde, surtout l'été. Donc, je pense que le faciès joue aussi pour l'installation de certaines espèces. Il faut peut-être attendre que justement le profil en long et les faciès d'écoulement se stabilisent. On a éventuellement la création de quelques fosses sur cette partie remise en Talweg. Il me semble qu'il y en a une à 1 ou 2 endroits. Avec les plantations d'arbres et le réseau racinaire qui va se mettre en place, on est peut-être des zones qui vont se surcreuser, d'autres. Enfin, voilà, on va assurer une certaine hétérogénéité au milieu pour permettre une autre population. Mais ça, c'est l'avenir qui le dira. Oui, je suis de retour, désolé. Du coup, j'ai donné la parole à Alain, à Laetitia et à Sébastien pour du coup expliquer les 2 projets qui avaient été suivis sur le Cône Malville et sur le Pas de l'Âne. Mais du coup, ils ont expliqué l'aspect restauration et ensuite on a abordé les questions piscicoles. Du coup, là, on n'a pas abordé les questions échange nappe-rivière forcément en détail sur ces 2 diapos. Très bien. OK, la diapo suivante alors. Voilà, et là, ce que je présente dans cette diapo, c'est typiquement un résultat type qu'on peut avoir avec les piézomètres, avec les données de piézomètres. Ce que vous avez ici, c'est des chroniques de différence de niveau d'eau entre la rivière et un piézomètre qui est proche de la rivière, qui est marqué en jaune, et puis un autre piézomètre qui est un peu plus éloigné de la rivière, transversalement, j'entends, qui remonte un peu vers le versant, qui est en bleu. Et ce que vous voyez, c'est que, en fait, rien qu'en regardant ces différences, on voit qu'on passe soit en des valeurs positives, soit en des valeurs négatives.
Alors, suivant le temps, suivant le contexte en fait, d'humidité du bassin. Et ce qu'on constate, c'est que, par exemple, quand on est en humidité négative, eh ben, les sens d'écoulement vont de la rivière vers la nappe de bas-fond. Donc, on alimente, en fin de compte, avec l'eau de la rivière, la nappe. Et puis, inversement, quand on est positif, c'est plutôt le contraire. C'est le côté un peu classique, puisqu'on voit que la majorité du temps, on est en valeur positive, eh ben, c'est la nappe qui alimente la rivière. Donc ça, c'est une des grosses quand même démonstrations que, en fait, si vous voulez réalimenter une nappe et si vous voulez réalimenter une rivière, il faut agir sur le château d'eau parce que c'est lui qui va assurer un gradient, en fin de compte, hydraulique positif et donc, du coup, des valeurs positives qui permettent d'assurer un sens de la nappe vers la rivière. Et les cas de figure où on a l'inverse, c'est-à-dire la rivière qui alimente la nappe, sont assez restreints dans le temps. Globalement, ça correspond à 10% du temps pour le piézomètre qui est le plus proche de la rivière et à très peu de pourcents du temps pour les piézomètres qui sont un peu plus éloignés. Donc, l'idée de réalimenter une nappe en essayant de faire déborder le cours d'eau ou en essayant de faire remonter le niveau d'eau dans un chenal, ce n'est pas forcément pertinent parce que ce qui est plus pertinent, c'est d'assurer, en fin de compte, le fait que l'eau s'infiltre sur les versants et ne soit pas drainée trop rapidement vers la rivière à travers des drains. Voilà, donc je passe. Donc ça, c'est un peu la conclusion, hein, enfin le leitmotiv qu'on a quand on travaille sur les échanges nappe-rivière, c'est que eh ben, la pérennité des étiages et des zones humides, elle est essentiellement assurée par ce qui se passe par en dessous, par la nappe, et donc par ce qui se passe sur les versants, moins ce qui se passe sur les cours d'eau. Voilà, le fait de restaurer le cours d'eau pour essayer d'alimenter un bas-fond ou une zone humide a quand même peu d'impact par rapport à ce qui se passe sur les versants. On passe. J'essaye d'aller un peu plus vite hein, pour garder un peu de temps pour la discussion. Donc, j'avais fait un petit focus sur la recharge granulaire parce que c'est quelque chose qui est souvent proposé dans les restaurations de cours d'eau, et notamment avec, pas que, mais un des arguments qui était de rehausser la niveau d'eau, la ligne d'eau, pour rehausser, en fin de compte, la ligne d'eau du toit de la nappe dans le bas-fond. Alors, oui, ça fait ça, c'est-à-dire que le fait, ici, ce qui est représenté dans les trois petits diagrammes, c'est que si vous mettez des grains dans un chenal qui peut-être est un peu surcreusé, et ben, forcément, les grains vont occuper un volume et donc, pour la même quantité d'eau, vous allez rehausser le niveau d'eau. Alors, et donc, en rehaussant le niveau d'eau de la nappe de façon pérenne, plus régulière, et ben, petit à petit, votre bas-fond, il va monter au moins sur une certaine largeur du toit de la nappe dans le bas-fond. Alors, c'est vrai que si, par exemple, c'est d'autant plus vrai que si le matériau se colmate, c'est-à-dire qu'on remplit les pores et donc, en fin de compte, vous augmentez encore plus le volume d'eau qui est susceptible de couler au-dessus du matériau granulaire. Alors, avec un bémol quand même, c'est que si votre matériau granulaire garde une perméabilité très importante, il a une capacité à transmettre un flux au sein même du massif. Et si ce flux et cette capacité est supérieure au flux de la rivière, par exemple en été, eh ben, vous allez l'eau qui avant était à surface libre, c'est-à-dire il y avait une lame d'eau qui coulait, risque de couler dans le matériau granulaire en attendant qu'il se colmate. Et donc vous allez perdre la ligne d'eau, et donc vous pouvez avoir en fin de compte un effet absolument pas négligeable sur le biotope du fait que vous perdez cette ligne d'eau-là. Donc, dans le problème de la recharge granulaire, il faut vraiment faire attention à cette perméabilité du milieu granulaire qui, au moins pendant un certain temps, peut encaisser certains flux. Voilà, je passe. Donc, après, sur l'emplacement des cours d'eau, donc là, justement, c'est un peu, j'ai caractérisé avec ces deux blocs diagrammes l'idée des chantiers qu'on a suivis, à savoir que dans le cas numéro 1, on est plutôt sur le cas de Ploermel. Alors, on a un petit peu exagéré quand même, mais on avait un canal d'amener qui a été remplacé par quelque chose, en fin de compte, par une remise en talweg. Et sur le cas de Vignoc, on avait en fin de compte un cours d'eau qui a été déplacé latéralement de façon rectiligne en pied de versant.
Alors, ces deux configs ont des effets, bien sûr, sur les circulations, à savoir le canal d'Alnay, quand il peut constituer un drain de versant, c'est-à-dire que là, sur le versant gauche, eh ben, on peut avoir une partie des écoulements du versant qui vont être drainés par, en fin de compte, ce canal d'Alnay. Mais en contrepartie aussi, c'est que le canal d'Alnay, s'il est alimenté à l'amont par de l'eau, il représente une charge hydraulique qui va induire et maintenir des cours d'eau, des sens d'écoulement vers le Talweg à partir de l'eau du canal. Donc, en fait, le canal d'Alnay peut avoir un effet d'apport d'eau à partir du moment où il est alimenté par l'amont, puisqu'il représente une charge hydraulique qui est maintenue par une arrivée d'eau amont. Alors, en période où, à partir du moment où ce canal-là n'est plus alimenté ou n'a pas d'eau, à ce moment-là, c'est un vrai drain du versant et donc il aura tendance à diminuer, en fin de compte, les apports de nappe du versant vers le bas-fond. Et donc, du coup, l'influence de ce drain surélevé dépend beaucoup de la pérennité de l'eau qui peut y circuler. Voilà, et qu'est-ce qui se passe en termes de quantité d'eau amont, d'apport d'eau amont qui arrive sur ces canaux? Alors vous allez me dire, c'est vrai tout le temps? Oui, c'est quasiment vrai tout le temps, mais là, c'est d'autant plus vrai que comme on le met sur un haut topographique, enfin une situation surélevée, il peut inciter des flux à partir du moment où il y a, comment dire, des flux d'eau qui arrivent dans le chenal. Dans le cadre du petit chenal qui est dans le bas-fond, en pied de versant, eh ben, ce chenal-là, lui aussi, il a un effet drainant, hein, et qui a un effet drainant qui peut être assez efficace sur tout le versant parce qu'il est en position basse. Et donc, il peut à la fois drainer le versant, mais drainer aussi une partie de la zone humide à partir du moment où il a une certaine profondeur. Et donc, c'est clair que on peut le voir assez nettement, comment dire, à Vignoc, au Pas de l'Âne, où le fait de l'avoir supprimé, d'avoir bouché ce drain avec un matériau qui est suffisamment peu perméable, eh ben, en fin de compte, l'eau du versant gauche a permis de réalimenter quand même, on l'a bien vu, la zone de bas-fond avec un toit de nappe qui était plus proche de la surface par rapport à la condition antérieure où il y avait ce drain. Voilà, je passe à l'autre diapo pour finaliser. Donc ça, c'était des grandes conclusions sur des choses assez basiques et standards, à savoir que, en fait, les échanges entre les nappes et la rivière varient au cours de l'année en fonction de l'état de saturation du bassin versant. Ça, c'est une évidence pour beaucoup de gens. La dynamique des zones humides est principalement contrôlée par les variations de hauteur de nappe. D'accord. Donc ça, il faut vraiment comment dire, bien intégrer ce fait-là. Alors, les modifications sur les cours d'eau peuvent modifier le sens, l'amplitude et les échanges de nappes rivières. Effectivement, on voit bien qu'à partir du moment où, et ça tout le monde en est conscient, hein, on l'a bien remarqué en discutant avec les techniciens rivières, c'est qu'effectivement, c'est toute la problématique des cours d'eau surcreusés. En fin de compte, comme ils induisent un poids à l'atmosphère qui est assez bas, et ben, ils peuvent drainer énormément les nappes de bas-fond. Et donc, le problème de la restauration ou de ces cours d'eau, c'est qu'on peut éventuellement les surélever, mais il faut les surélever tout de suite avec quelque chose de très peu, avec une très faible perméabilité. D'accord, et ne pas les combler avec quelque chose, avec des matériaux qui sont trop perméables. Et puis, comment dire, toute implantation sur un versant dans le fond de vallée de drain, enterré ou à ciel ouvert, ou de pompage, accélère le transfert de l'eau en aval et diminue le stockage dans la nappe. Ça aussi, hein, ça a bien été observé. Et comment dire, et puis je répète, la pérennité des débits d'étiage et des zones sources dépendent essentiellement de ce qui se passe sur les versants. D'accord. Donc, pour nous, la restauration du cours d'eau sur ces aspects-là sera quand même, aura un impact assez mineur, hein, puisque c'est essentiellement le versant qui gère cette affaire, qui gère en fin de compte les quantités d'eau. Voilà, je vais finir ici parce que il est déjà -10. Si on veut laisser un peu quand même quelques questions, je préfère cibler peut-être les réponses par rapport aux questions.
Ça marche. Merci beaucoup Alain. Et du coup, ben oui, effectivement, il y a déjà eu quelques échanges pendant que tu réglais le souci technique, mais qui étaient plutôt finalement sur aussi le suivi finalement des populations piscicoles. Donc on a bien vu justement qu'un des intérêts du projet Berceau, ça avait été de proposer ces différents volets, hein, à la fois les aspects hydrodynamiques, on va dire, et puis les aspects suivis plutôt de paramètres biologiques. Donc, je pense qu'on pourra y consacrer, on avait prévu de le dire, donc j'en profite, un futur webinaire peut-être, hein, à cet aspect-là. Là, je laisse la parole du coup aux participants. Si vous avez des questions donc, sur ce que vient d'évoquer Alain, n'hésitez pas aussi à revenir sur certaines diapos si vous le souhaitez. Voilà, ou des témoignages par rapport à des situations. Laetitia, ouais, si tu veux. Oui, du coup, Alain, tu dis que la restauration, elle a assez peu d'impact sur l'alimentation de la nappe, mais finalement, sur le Padlan, tu montres quand même il y a un impact de la restauration. Le fait de le remettre dans son fond de vallée, de boucher l'ancien lit qui agissait comme un drain, en soi, ça a un impact quand même. Oui, il y a eu un impact, on l'a bien vu, hein, c'est-à-dire la hauteur d'eau est montée. Ce que je veux dire par là, c'est que quand on regarde l'épaisseur le volume qui a été justement rempli par le fait que le versant puisse réalimenter en fin de compte le bas-fond latéralement, si tu regardes la quantité d'eau à laquelle ça correspond, c'est pas ça qui va soutenir le drain à l'étiage. Le cours d'eau. Le cours d'eau, oui, pardon. Oui, excuse-moi. Alain, j'aurais pas réussi en 5 ans à te Ah oui, non, faire c'est le terme entre catastrophique. drain et cours d'eau. Quel dommage. Le cours d'eau à l'étiage. C'est-à-dire que souvent, ce qu'il faut se rendre compte, c'est que les volumes qui transitent transversalement, franchement, ils sont là. Je ne néglige pas. On peut monter le toit de la nappe, mais le toit de la nappe, il faut bien voir que c'est un volume de port qu'on a rempli. Maintenant, ça correspond à des flux qui ne sont pas forcément équivalent à ce qui se passe au flux qu'il y a dans le cours d'eau. Je veux dire, quand on veut mesurer, par exemple, la différence de débit qu'il y a à l'amont du Padlan et à l'aval du Padlan, franchement, il faut quelque chose d'hyper précis pour voir une différence. C'est-à-dire que ça amène de l'eau, il n'y a aucun doute là-dessus, mais c'est des débits qui sont, en fin de compte, l'eau qui coule dans la rivière, c'est un débit intégré sur des kilomètres de cours d'eau. Et la centaine de mètres ou les 200 mètres de restauration, ce n'est pas ça qui va changer le débit d'étiage. Ah, ça, c'est sûr. D'accord, c'est plutôt dans ce sens-là que je l'évoquais. Hein. En revanche, sur le toit de la nappe, donc sur la zone humide, oui, on peut voir un effet du fait que le toit de la nappe, du fait qu'il y ait le versant qui alimente, peut remonter sensiblement. Mais on a souvent vu, nous, des gradients qui venaient de l'amont aussi dans le bas-fond. C'est-à-dire que c'était l'eau du bas-fond souterrain à l'amont qui alimentait pas mal aussi le toit de la nappe du bas-fond. Ok, merci. Il y avait Guillaume qui souhaitait intervenir aussi, puis Dominique. Guillaume, si tu veux. Oui, vous m'entendez? Oui. Ouais, c'est bon là, ouais. J'ai mis l'oreillette. Bonjour à tous. Non, en fait, tu as un peu répondu à la fin de ton intervention, Alain. C'est parce qu'en fait, les drains agricoles qui sont à peu près à 1 mètre de profondeur, 80 cm, 1 mètre, ils t'augmentent ton gradient hydraulique. Donc, est-ce que l'augmentation de ce gradient hydraulique est permanente dans l'année? Et il y a l'histoire du volume des bas-fonds, mais aussi cette augmentation de gradient hydraulique qui peut baisser globalement, augmenter les flux et du coup… Ah, c'est clair. En fait, un drain agricole, pour moi, qu'est-ce que c'est? C'est en fin de compte un tuyau dans lequel vous maintenez l'atmosphère, une pression atmosphérique, d'accord, quelle que soit sa profondeur. Et du coup, c'est en fin de compte un aspirateur, puisqu'il va maintenir une condition de pression suffisamment faible tout le temps, à partir du moment où il n'est pas bouché, d'accord, qui, elle, va attirer l'eau préférentiellement vers le drain plutôt que l'eau puisse s'infiltrer, puisque les gradients hydrauliques locaux naturels vont être beaucoup plus faibles, d'accord. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas être à l'atmosphère, ils vont être à plusieurs centimètres, l'équivalent de plusieurs centimètres de colonne d'eau, alors que le drain agricole, lui, il est vide, il est à l'atmosphère, et donc, en fait, il aspire.
Et donc, derrière, à partir du moment où il a la capacité d'évacuer, il a la capacité de maintenir cette condition de basse pression qui fait que ça attire l'eau préférentiellement qui s'infiltre dans le versant. Et donc, derrière, bah, vous perdez la capacité de stockage puisque, en fin de compte, on évacue très rapidement. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Ouais. Si, ouais, mais c'est vrai, mais est-ce qu'il y a des études qui ont quantifié justement, enfin, je pense que non, mais ce serait pas mal une étude qui quantifie ce volume et ce flux augmenté par rapport à l'apport des versants, des châteaux d'eau, des altérites, des aquifères fissurés. Dans le bas-fond? Non, dans la rivière. Ouais, bah, en fait, c'est essayer de quantifier la part de chacun, quoi, des apports des bas-fonds, en fait. Oui, alors, moi, je dirais le plus simple, c'est comment dire, c'est de regarder. Alors, on pourrait le faire sur quelques sites où on voit les drains arriver dans la berge des chenaux. Et donc là, des fois, on les voit, ces drains-là qui coulent, en fait, qui apportent de l'eau. Et donc, l'idée, ce serait d'arriver à suivre les flux, les débits qui sont, en fin de compte, exfiltrés comme ça très rapidement pendant les jours qui suivent un événement pluvieux. Mais à ma connaissance, je n'ai pas d'études qui, peut-être ça existe, mais qui a quantifié vraiment concrètement les choses, sachant que l'INRA ou l'ancien CEMAGREP doit avoir quand même des débits, puisque c'est eux qui ont recommandé les espacements des drains pour drainer les champs au départ. Donc, ça a bien été basé sur des observations ou des tests. Ouais, peut-être on peut prendre aussi la remarque ou la question de Dominique. Et il y avait Maxime Poupin aussi qui avait une question après. Juste très rapide, ma remarque, c'était que la partie aval qui a été remise en Talweg là, sur le pas de l'âne, la granulométrie qui, elle, a été rechargée, est effectivement une granulométrie assez grossière. Et comme disait Alain, ça ne permet pas du tout de remonter le niveau. Et je pense que l'eau, elle est entre les cailloux. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je parlais des populations piscicoles qui étaient extrêmement pauvres. C'est que notamment en étiage, il n'y a quasiment plus d'eau. L'eau, elle est entre les gros blocs et ce n'est pas du tout colmaté, quoi. Voilà, c'était juste une remarque. Là, il connaît aussi le terrain comme moi. Donc... Oui, c'est un point d'attention qu'on a, mais je pense que certains techniciens rivières le comprennent, enfin, sont assez, comment dire, sont assez avertis là-dessus. Mais des fois, c'est vrai, comme il y a un tel compromis à avoir pour la recharge granulaire en termes de coût, en termes de taille, en termes de fonctionnalité dans le cours d'eau, bah, des fois, la granulométrie n'est pas suffisamment polydisperse. Et puis surtout, on cherche avant tout qu'il y ait de l'hyporéisme. Et donc, le problème, c'est que quand on tombe sur des perméabilités trop importantes, ça permet de passer un flux et on perd la lame d'eau. Mais c'est un des risques. Oui, tout à fait. Maxime? Oui, bonjour à tous. Moi, je vais élargir peut-être un petit peu la réflexion par rapport à l'échelle du bassin versant, puisque si j'ai bien compris, donc c'est surtout l'eau s'infiltre à travers le bassin versant, donc depuis le ruissellement, depuis l'amont. Et donc finalement, on pourrait se dire que c'est le bocage qui aurait une plus grande efficacité sur le maintien de la quantité d'eau et la recharge de la nappe souterraine. Et après, je m'interroge aussi sur d'autres freins à ce transfert, à ce flux, qui peuvent être les plans d'eau, notamment encore plus, j'imagine, quand ils sont pompés. Alors, je parle de plans d'eau, pas forcément de grandes retenues, mais des petites retenues successives. Est-ce que ça réagit comme des drains, comme des fossés? En fait, puisque ça va, quand on parlait de pression atmosphérique tout à l'heure, est-ce que effectivement ça court-circuite un petit peu cette perméabilité, ce flux d'eau? Voilà, c'est un petit peu les deux petites questions que je me posais. Alors, sur la première remarque, je suis assez d'accord. C'est-à-dire que, alors, ça dépend le sens de la haie. C'est-à-dire que là, on parle de haies qui sont transversales à la pente. Ça permet
de favoriser l'infiltration, notamment quand il y a du ruissellement sur les parcelles. Et donc, ça permet de freiner un petit peu ce ruissellement en faisant des zones d'atterrissage sur lesquelles l'eau va pouvoir avoir un certain temps suffisant pour s'infiltrer. Et donc, pour réalimenter, en fin de compte, la nappe, le toit de la nappe. Sur les réservoirs sur cours, je ne suis pas sûr que, en fait, c'est surtout la profondeur du réservoir qui me gêne. C'est-à-dire que remettre de l'eau en surface, garder de l'eau en surface, pour moi, ce n'est pas pertinent pour des tas de raisons. Je préfère garder l'eau dans la nappe, parce que pour des questions de température, pour des questions de développement biologique, il vaut mieux que l'eau reste dans la nappe. Et donc, faire en fin de compte, des cours d'eau très larges, très profonds pour faire un réservoir, quelque part, on draine de l'eau de nappe et donc on court le risque de la mettre en surface et puis qu'elle soit polluée et qu'elle change de propriété physique en termes de température, par exemple. Donc, ça va avoir un effet drainant via des effets d'évaporation. C'est-à-dire que le réservoir, lui, il va être un puits d'évaporation. Et donc, quelque part, il va falloir alimenter, la nappe va tout le temps réalimenter, en fin de compte, cette quantité d'eau qui va s'évaporer pour, quelque part, maintenir un niveau d'eau dans le réservoir. Donc, en augmentant la surface libre, on augmente la capacité d'évaporation, donc quelque part une perte d'eau qui est liée, en fin de compte, à cette surface qui a été multipliée par je ne sais pas combien par rapport à la surface initiale du cours d'eau qui, lui, avait une certaine largeur qui était nettement inférieure à la largeur du réservoir la plupart du temps. Je ne sais pas si je réponds à la question. Oui, mais, alors, du coup, la réponse est sur les réservoirs qui sont sur le cours d'eau, mais ma question était plutôt liée à des réservoirs qui sont pas forcément dans le fond, dans le bas-fond en fait, de la vallée, mais qui peuvent être plutôt Collinaires. éloignés, effectivement, ouais, plutôt collinaires, et qui plus est, sont utilisés plus comme un forage, en fait, un puits qui sert à l'irrigation éventuellement, quoi. Et ils peuvent En être fait, ils vont avoir le même effet, hein. C'est-à-dire qu'on fait un trou, donc ils vont avoir le même effet qu'un drain, sauf que l'eau ne va pas s'écouler, donc, sauf par débordement, avec un seuil à l'exutoire. Vous m'entendez là? Oui. Oui. Et donc, ils vont avoir le même effet, sauf que comme il n'y a pas d'eau courante, ça va être de l'évaporation pure, mais on va avoir une perte d'eau. Donc, effectivement, pour compenser le niveau d'eau qui va tendance à baisser par évaporation, la nappe va réajuster en permanence. Donc, petit à petit, on va baisser le toit de la nappe autour du réservoir collinaire. Ok, merci. Après, par rapport à l'évaporation des cours d'eau, est-ce que quelqu'un dispose en fait de données? Parce que ça m'intéresserait, ces données d'évaporation. C'est-à-dire combien d'eau partent en évaporation du fait de la surface libre des cours d'eau? Ouais, Non, moi, je n'ai pas de données là-dessus. D'accord. C'est un peu compliqué parce que là, il y a des gradients thermiques à prendre en compte. Généralement, ça se fait plus à l'échelle du bassin versant, effectivement, en connaissant les autres termes de l'équation de bilan d'eau. Merci. Du coup, on peut prendre deux dernières remarques. On est à peu près on est dans les temps, mais comme il y a eu des petits soucis techniques, et puis si ça repart sur un cycle de crash informatique chez Alain, on va prendre il y avait Sébastien qui avait une remarque ou une question, puis Anthony. Oui, donc du coup, j'avais quand même une petite remarque par rapport à la remise en Talweg, surtout par rapport à mon cas de Comalville. On avait quand même à l'origine un cours d'eau qui était perché et avec des ruptures d'écoulement l'été récurrentes. Et la remise en Talweg a fait quand même que là, depuis quelques années, on n'a plus aucune rupture d'écoulement sur cette partie-là. On a quand même reconnecté quelque part le cours d'eau avec ces zones humides annexes. Donc, ça a apporté quand même quelque chose
à ce cours d'eau sur les étiages estivaux, quoi. Moi, oui. Ouais. Oui, je suis tout à fait d'accord. C'est-à-dire que c'est clair que la remise en talweg sur des cours d'eau qui étaient franchement déplacés a cet effet-là, c'est-à-dire que le cours d'eau peut bénéficier de l'apport des deux versants latéraux et aussi des écoulements longitudinaux souterrains. Donc, parce que il faut imaginer que au même titre qu'on a une topographie en forme de cuvette, le toit de la nappe est aussi en forme de cuvette et là où elle reçoit le plus de flux, c'est le bas-fond. Donc, c'est vraiment dans le talweg. Donc, effectivement, tout à l'heure, je disais que les opérations de restauration ont très peu d'impact sur les étiages des cours d'eau. J'avais effectivement parlé peut-être un peu trop vite par rapport à ces cas de figure où le cours d'eau, lui, avait été franchement décalé sur un des versants et il n'était plus positionné sur le talweg. Je suis d'accord avec toi, Sébastien. Il n'y a pas de souci là-dessus. Tu m'as fait peur, Alain, parce qu'au début, non, j'arrête tout de suite. Désolé. La remise en talweg, je me dis… Non, c'est plus les opérations de restauration dans des cours d'eau qui sont déjà dans des talwegs. Ah oui, d'accord. Ouais. Mais là, oui, il n'y a pas de souci. Des canals d'amener ou même dans le cas de Laetitia, sur le Vignoc, on a bien vu qu'il y a un effet. Oui, effectivement. Oui, tout à fait. Le repositionnement dans le talweg, de toute façon, c'est toujours bénéfique. Oui, ok. D'accord. Merci. D'ailleurs, je confirme, moi, le ruisseau du Pas-de-Lanne, je ne l'ai pas vu en rupture aussi. Oui, tout à fait. C'est remarquable d'ailleurs. Peut-être pas une dernière remarque avec Anthony qui avait levé la main aussi, si tu veux, Anthony. Oui, bonjour. Moi, j'avais une interrogation par rapport à la réponse qui a été donnée à Maxime sur le rôle du bocage, et notamment du rôle du bocage à l'étiage. J'entends bien que les haies transversales à la pente vont favoriser l'infiltration, freiner les ruissellements, donc en gros, être favorable à une bonne recharge de nappe. Par contre, sauf erreur de ma part, en été, elles se comportent aussi un petit peu comme des barrières hydrauliques, dans le sens où elles vont favoriser localement l'évapotranspiration. Elle est pompée plutôt plus profondément que des prairies ou des cultures. Et du coup, je m'interrogeais un petit peu sur ce rôle bénéfique sur l'étiage. Je ne dis pas que je veux supprimer les haies, mais c'est simplement pour préciser la réponse qui a été apportée à Maxime tout à l'heure. Alors, quand je dis que ça favorise l'étiage, je raisonne à l'échelle annuelle. C'est-à-dire que pour moi, soutenir l'étiage, c'est avant tout favoriser ce qui se passe en hiver et au printemps en termes de recharge. C'est-à-dire que On a perdu Alain. Ouais, je vais me permettre de le rappeler une dernière fois pour répondre à la question quand même, ce serait bien. Oui, la réponse était la suivante, c'est-à-dire que ce qui soutient l'étiage, essentiellement les périodes d'alimentation en eau du bassin versant qui permettent de soutenir une rivière en étiage, c'est l'hiver et le printemps. C'est pendant cette période-là où il faut stocker le maximum d'eau. Et ce n'est pas vraiment les événements en été où effectivement il y a beaucoup d'évapotranspiration qui vont être sérieusement bénéfiques pour le soutien d'étiage. Non pas parce qu'il y a beaucoup d'évapotranspiration, mais c'est surtout que ça concerne une quantité d'eau qui est relativement faible en fait. Et donc c'est vraiment le soutien d'étiage, il se fait en hiver, il se fait au printemps, et donc c'est là où, en fait, le cas où il y a beaucoup d'évapotranspiration sur les haies, quelque part, peu importe, en fait. Donc, il faut voir ça plutôt sur un bilan, sur une dynamique annuelle, et non pas à l'échelle d'un événement. Voilà, je ne sais pas si je suis clair dans ma réponse. Si, peut-être que si tu m'entends aussi, Alain, il y avait du coup Olivier Nolot, l'Adréal, qui complétait un peu ou qui tournait la question autrement, mais de dire finalement si la question c'est de se poser, c'est de se dire aussi est-ce que le bocage finalement c'est mieux ou moins bien un autre type d'occupation du sol qui ralentirait aussi le ruissellement en fait de manière transversale à la pente.
type une prairie permanente ou une bande enherbée d'une certaine largeur. Finalement, dans ta réponse, là, c'est que tu fais pas de différence. Tu t'expliques juste qu'à l'échelle annuelle, en fait, sur toute structure paysagère qui ralentit les écoulements est de nature à favoriser ce soutien d'étiage, si je comprends bien. Oui, et puis c'est surtout que les quantités d'eau nécessaires à un soutien d'étiage, c'est l'hiver, c'est le printemps qui arrive. Ok. Ok, ben je vous propose, vu ces conditions techniques de fin de session, de mettre fin. De toute façon, là, on est arrivé au bout. Un grand merci à toi, Alain, pour du coup ta présentation. Et donc, vous retrouverez ce webinaire sur le site du CRECEB, ainsi qu'un article plus détaillé sur l'ensemble du projet Berceau et l'ensemble des contributions. Merci aussi à tous et à toutes pour vos participations actives. Voilà, dans ces conditions. On vous retrouve aussi à la rentrée, nous, avec d'autres webinaires sur d'autres résultats récents, là, sur des projets de recherche. Et voilà, donc il me reste juste à vous souhaiter une bonne poursuite d'après-midi. Je ne sais pas si, Alain, tu voulais dire un petit mot de conclusion de ton côté. Oui, oui, je vais terminer comme ça, parce que mon PC est planté. Désolé pour les soucis techniques. Et puis, oui, effectivement, on va essayer d'organiser le compte-rendu pour la tâche 3, qui, si j'ai bien compris, a commencé déjà aujourd'hui. Et donc, en complément de l'oral, les gens peuvent récupérer le document qui correspond à la tâche 2, où on détaille beaucoup de choses, ce qu'on a fait, et qui en fait le document qui est public maintenant, donc ils peuvent aller le récupérer sur le site du CRECEB. Ok, merci beaucoup, effectivement. Et du coup, bon après-midi à tous. Et puis, voilà, à bientôt. Au revoir. Oui, à bientôt à tous. Au revoir.